Aristote, le traité de l'âme. Rôle des sens dans la survie. Ainsi, en ce qui concerne l'âme nutritive, tout être vivant, quel qu'il soit, doit la posséder nécessairement. Et en fait, il a une âme depuis sa formation jusqu'à sa destruction. Il est en effet nécessaire que l'engendré ait une croissance, une maturité et un dépérissement. Tout processus impossible sans la nutrition. Il faut donc nécessairement que la faculté nutritive existe dans tous les êtres qui croissent et dépérissent. Par contre, la sensation n'est pas nécessairement présente en tous les êtres vivants, car ceux dont le corps est simple ne peuvent posséder le toucher, et pourtant sans lui aucun animal ne peut exister, ni non plus ceux qui ne sont pas susceptibles de recevoir les formes sans la matière. Mais l'animal, lui, doit nécessairement avoir la sensation, puisque la nature ne fait rien en vain. Toutes les choses naturelles, en effet, sont en vue d'une fin, ou bien sont des rencontres fortuites de ce qui est en vue d'une fin. Or, comme tout corps doué du mouvement de progression, mais qui ne posséderait pas la sensation, serait voué à la destruction, et n'atteindrait pas sa fin qui est la fonction de sa nature. Car comment se nourrirait-il ? Ce ne sont en effet que les êtres vivants stationnaires qui ont pour aliment ce dont ils sont sortis. Comme en outre, un corps ne peut posséder une âme et une intelligence capables de juger sans posséder la sensation, du moins quand il s'agit d'un être non stationnaire tout en étant engendré. Car à quoi lui servirait cet intellect ? Ce devrait être un avantage, soit pour son âme, soit pour son corps. Mais en fait, ce ne serait ni l'un ni l'autre, car l'âme n'en pensera pas plus et le corps n'en existera pas mieux pour cela. Il en résulte qu'aucun corps non stationnaire ne possède une âme, sans posséder la sensation. Mais si le corps a la sensation, il doit être nécessairement simple ou composé. Or, il ne peut être simple car il ne posséderait pas le toucher, dont la possession est pourtant indispensable. Ce dernier point est évident en vertu des considérations suivantes. Puisque l'animal en effet est un corps animé, que tout corps est tangible, et qu'est tangible ce qui est sensible au toucher, il est nécessaire aussi que le corps de l'animal ait la sensibilité tactile, si l'animal doit assurer sa conservation. Car les autres sens, c'est-à-dire l'odorat, la vue, l'ouïe, s'exercent par des intermédiaires autres que les organes sensoriels eux-mêmes. Mais si là où il y a contact immédiat, l'animal n'a pas la sensation, il ne sera pas capable d'éviter certains objets, ni d'appréhender les autres. Et s'il en est ainsi, l'animal sera dans l'impossibilité d'assurer sa conservation. C'est pourquoi le goût, lui aussi, est comme une sorte de toucher. Il est le sens de l'aliment, et l'aliment, c'est le corps tangible. Au contraire, le son, la couleur et l'odeur ne nourrissent ni ne produisent accroissement ou décroissement. Il en résulte nécessairement que le goût est une espèce de toucher, parce qu'il est le sens du tangible et du nutritif. Ces deux sens sont donc indispensables à l'animal, et il est clair qu'il n'est pas possible que sans le toucher l'animal existe. Quant aux autres sens, ils sont seulement en vue du bien-être, et il n'est pas nécessaire dès lors qu'ils appartiennent à n'importe quel genre d'animaux, mais seulement à quelques-uns d'entre eux. Je veux dire à ceux qui possèdent le mouvement de progression. Car si l'animal de ce genre doit assurer sa conservation, il faut qu'il perçoive non seulement par le contact immédiat, mais encore à distance. Ce sera possible s'il peut voire par un intermédiaire. Cet intermédiaire étant affecté et mu sous l'action du sensible, et l'animal lui-même sous l'action de cet intermédiaire. De même en effet que dans le mouvement local, le moteur produit un changement jusqu'à une certaine limite, que ce qui imprime une impulsion rend une autre chose capable d'en imprimer à son tour une autre, et que le mouvement se transmet ainsi à travers un intermédiaire. Qu'en outre, le moteur premier meut et imprime une impulsion sans en subir une lui-même, tandis que le moteur dernier subit l'impulsion sans en imprimer une autre, l'intermédiaire étant à la fois l'un et l'autre. Qu'enfin, les intermédiaires sont nombreux. De même, en a-t-il dans le cas de l'altération, avec cette exception toutefois que l'altération se produit, le sujet demeurant dans le même lieu. Par exemple, si on a enfoncé un seau dans de la cire n'a été mue que jusqu'au point où on a enfoncé le seau.
Par contre, la pierre ne l'est nullement, tandis que l'eau le serait jusqu'à une grande distance. Quant à l'air, c'est au plus haut degré qu'il est mobile, actif et passif, pourvu qu'il demeure stable et un. Aussi, pour en revenir à la réflexion de la lumière, est-il préférable, au lieu de supposer que la vision sort de l'œil et est réfléchie, de dire que l'air pâtit sous l'action de la forme et de la couleur aussi longtemps qu'il reste un. Or, sur une surface lisse, il est un. C'est pourquoi, à son tour, cet air meut l'organe de la vue, comme si le sceau imprimé dans la cire se transmettait jusqu'à la limite opposée de celle-ci.